Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel en langage C où nous allons aborder ensemble le concept de socket et on va développer ensemble un système de client-serveur que je vais bien sûr faire et détailler pas à pas, ce qui va avoir pas mal d'explications à vous donner. Comme vous l'avez remarqué, la vidéo est bien longue, va prendre du temps, donc vraiment comme d'habitude prenez le temps de regarder ça, de mettre en pause, de revoir certains passages, de prendre des notes si nécessaire et pourquoi pas aussi de vous poser des questions par rapport à ce que je peux expliquer. S'il y a des détails supplémentaires dont vous avez besoin, vous pourrez bien sûr les demander dans les commentaires de la vidéo. On va commencer déjà, enfin je vais en tout cas vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre en place pour voir un petit peu. On va regarder notamment en termes de fichiers. Donc j'ai ici deux fichiers qu'on va créer. En réalité ce sont deux programmes, donc ça c'est très important. On va bien avoir deux programmes distincts puisque les deux vont avoir leur propre fonction main, donc leur point d'entrée, et ils fonctionneront de manière distincte. On aura le programme qui fera office de serveur qui va être exécuté, qui attendra donc des connexions de clients, et ensuite le client va se connecter au serveur et pourra comme ça, les deux pourront en tout cas communiquer ensemble. Même si ce que je vais vous montrer se fera en local, c'est-à-dire sur la même machine avec le client et le serveur qui sont sur cette dernière, comprenez qu'ensuite en termes d'adaptation du code pour faire une communication distante, c'est juste un changement d'adresse IP et éventuellement une configuration au niveau de votre pare-feu pour autoriser par exemple les connexions entrantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'indiquer l'adresse IP de votre machine, d'accord, l'adresse locale, vous indiquerez par exemple pour le client l'adresse IP du serveur, donc c'est-à-dire de la machine distante, en sachant et en prenant en garde bien sûr que le serveur accepte les connexions entrantes, donc vous ayez bien configuré votre pare-feu pour que tout cela fonctionne et que vous n'ayez pas des erreurs de connexion. Donc c'est exactement la même chose. Quand on fait un programme client-serveur, on peut le tester en local et ensuite, s'il fonctionne en local, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas à distance si tout est bien configuré et vous savez indiquer bien sûr la bonne adresse. Voilà comment on va se répartir au niveau des programmes qu'on va avoir. On va avoir quelques similitudes en matière de code au niveau des deux, mais on va en tout cas, pour certaines choses, avoir une distinction entre le serveur et le client, notamment par rapport aux différents protocoles qu'on va utiliser. Déjà, on parle de socket, donc là je vais peut-être par contre noter quelques petites choses s'il y a besoin. Donc on parle de socket, c'est un terme masculin, on dit un socket, et il s'agit, ce que vous avez vu que c'est un terme anglais, on n'a pas de mot précisément de terme pour dire la même chose en français, mais on va plutôt parler chez nous, donc en français, de connecteur réseau. Alors c'est un peu plus long, donc c'est assez courant de dire socket en français aussi, mais vous savez que j'essaye d'insister pas mal pour utiliser au maximum les termes, en tout cas francophones, pour être assez cohérent. Donc on parle véritablement de connecteur réseau, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce système-là, alors qui est bas niveau, c'est lié au système d'exploitation, chaque système d'exploitation gère ça à sa manière, et on va utiliser ça au niveau des langages de programmation pour pouvoir établir une connexion entre deux machines, donc entre deux processus, si on va être plus exact, et à partir de là de pouvoir faire transmettre de l'information, envoyer et recevoir des messages, suivant bien sûr les protocoles qui sont utilisés. Au niveau des sockets, principalement, il y a deux cas qu'on retrouve, même si c'est pas ici un cours de réseau et vous pourrez retrouver tout ça plus en détail sur le cours de réseau de la chaîne. Vous allez avoir socket dit de flux. Nous allons faire appel au protocole TCP. Le protocole TCP est réputé pour être quelque chose, réputé. En tout cas, ce qui le définit, ce qu'il décrit, c'est que c'est un protocole avec une connexion. Donc on va établir une connexion avant de pouvoir commencer à communiquer avec les deux machines. C'est bien sûr, puisqu'il y a une connexion et surtout une vérification des messages, un système fiable, d'accord. Donc s'il y a des erreurs en fait d'envoi, on va pouvoir s'assurer que le message a bien été reçu. Donc on a des vérifications qui sont faites à ce niveau-là. C'est bidirectionnel et c'est séquentiel, donc ordonné. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer des informations n'importe quel ordre et après c'est l'autre système qui se débrouille pour avoir ça comme il faut. D'accord. C'est on fournit les choses comme il faut. Donc c'est ordonné, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous allons implémenter. D'accord, c'est celui qu'on va implémenter le plus, qu'on va retrouver, et qui permettra d'aborder, on va dire, le plus, on va dire, de choses différentes, de plus de concepts. Mais on peut aussi avoir un socket de datagramme. Datagramme, vous voyez ça simplement comme un paquet, d'accord, un ensemble de boîtes où en fait vous remplissez de l'information dans ces boîtes, mais une fois que la boîte est prête, elle est pleine, bien vous l'envoyez, et ça forme donc ces datagrammes pour pouvoir communiquer comme ça avec les différentes machines. Ici, pas de connexion. Il n'y a pas de vérifications qui sont faites, donc ce n'est pas fiable. D'accord. Et on pourrait donc se dire, finalement, si c'est pas connecté, c'est pas fiable, etc., pourquoi il existe ce protocole, qui est d'ailleurs, je ne vous ai pas donné le nom, mais c'est UDP, donc Datagram Protocol, et en fait on l'utilise simplement parce qu'il est plus rapide. Donc, par exemple, dans les jeux en ligne, ce genre de choses, quand on veut par exemple avoir deux joueurs qui jouent ensemble,
on n'a pas le temps en fait, si vous voulez, de nécessiter une connexion, de vérifier toutes les données à chaque fois qu'elles sont envoyées, par exemple les coordonnées de l'autre joueur. Si on passe notre temps à vérifier ça à chaque fois, c'est énormément de millisecondes de perdu. Et sur un jeu où tout doit être fait en temps réel, c'est juste pas possible. Donc on va accepter, si vous voulez, qu'il y ait un certain nombre d'erreurs. Il y a forcément un pourcentage d'erreurs qu'on aura avec le protocole UDP. Mais c'est pas grave parce que les données seront envoyées plus rapidement et en moyenne, dans l'ensemble, on aura quelque chose d'assez correct, d'accord. Même s'il y a un pourcentage d'erreurs qui seront bien sûr présentes, des paquets perdus par exemple. Mais au pire, si on se dit bon pendant une itération, on n'a pas envoyé les bonnes coordonnées, l'itération suivante, elles vont être envoyées. Donc comme c'est plus rapide, ça posera pas de problème dans l'ensemble. Là aussi, on attendait avec TCP, ce serait beaucoup trop long pour du temps réel. Ce sont ces deux types qu'on va retrouver, socket de flux, socket de datagramme, qui vont ici nous intéresser. Et comme je vous ai dit, nous on va implémenter ça, parce que ça va permettre de voir plusieurs choses, même si adapter le code par la suite pour vous, ça pourra faire un exercice si vous voulez avec UDP, nécessitera très peu de modifications au niveau du code. C'est assez pris en charge, donc on a ce qu'il faut par rapport à ça. Voilà, pour cette partie-là. Autre point, donc vous avez dit que c'était assez long, parce qu'il y a une grande intro, on n'a même pas encore commencé avec R de code, mais c'est important pour la suite. Si je n'ai pas fait ça dans le cours en langage C, mais que je le fais en annexe dans un tuto, c'est tout simplement parce que la fonctionnalité, donc les sockets, je vous ai dit, c'est bas niveau, c'est lié au système d'exploitation, et ce n'est donc pas natif du langage. Ça ne fait pas partie des standards du langage C, par exemple. Donc vous n'avez pas une petite bibliothèque native du langage qui vous permet de travailler avec des sockets et de pouvoir effectuer comme ça des communications au réseau. Chaque système va devoir gérer un petit peu ça à sa manière. Ça veut dire que le code ne sera donc pas portable. Si vous écrivez un code pour GNU Linux, il ne sera évidemment pas fonctionnel pour un programme sur Windows, et inversement. Et si un jour vous voulez faire ça sur un tout autre système d'exploitation, vous devrez donc vous documenter par rapport au système cible et d'adapter bien sûr votre code en conséquence. Donc il n'est pas possible d'écrire un code en langage C où il y a juste à recompiler sur un autre système pour que ce soit compatible et fonctionnel. Ce n'est pas du code portable, ça ne fait pas partie des standards, donc attention de bien prendre tout ça en compte. Ceci étant dit, pour les points en tout cas qui étaient les plus importants au niveau de ces notes, on reviendra sur certaines choses par la suite s'il faut, on va pouvoir commencer effectivement à écrire un peu de code et on va avoir beaucoup de choses aussi parce qu'on va aborder plein de fonctions. Donc j'ai préparé un navigateur où on va pouvoir consulter de la documentation parce que c'est important aussi que vous voyez que ça sert à rien de tout apprendre par cœur, d'accord. Mais moi surtout là vu le nombre de fonctions qu'il y a, c'est bien que je puisse avoir la documentation comme ça. Normalement je devrais pas me tromper dans les paramètres parce que ça peut arriver de se tromper sur un argument, un ordre, etc. Donc on aura tout ce qu'il nous faut et on va mettre comme ça en place petit à petit. On y va. Alors, bon ça c'est parce que forcément je sais que je vais en avoir besoin par rapport aux données qu'on va utiliser. On va manipuler quelques chaînes, donc on va travailler directement avec cette en-tête, donc je l'ajoute déjà. Je m'occupe pas du client, parce qu'on va faire du copier-coller, enfin faut pas le faire mais je ferai du copier-coller et ensuite j'adapterai, c'est surtout pour gagner un peu de temps sur l'enregistrement de la vidéo. Et on va voir un petit peu tout ce qu'il nous faut comme finalement données. Moi ce que je vais faire, ce que je vous ai dit, bon, on va avoir un code qui ne sera pas portable, mais ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, dans ce tuto, ça s'adresse aussi bien si vous êtes sur Windows ou GNU Linux, et même du macOS avec peut-être quelques exceptions. Enfin, si vous voulez faire un code un peu plus poussé, il y aura peut-être des modifications à faire, mais normalement ça devrait fonctionner sur macOS aussi si vous reprenez en fait bien le code tel quel. Mais on ne peut pas produire, comme je l'ai dit, un seul code qui fonctionne partout. Donc on va être obligé de passer par des directives de préprocesseur, donc les fameuses macros et toutes ces commandes qu'on retrouve et qui sont précédées ici par un croisillon, qu'on a pu aborder sur le cours d'ailleurs, pour pouvoir effectuer des vérifications conditionnelles. De dire, si on est sur Windows, il y a certaines choses qu'on va faire, et sinon, donc on considère qu'on est sur Linux, ou Linux, on testera d'autres choses. Donc on va en avoir pas mal, puisque vous vous doutez bien, je ne vais pas vous faire un code pour Windows, ensuite un code pour GNU Linux, je vais donc faire un seul code, qui soit le plus portable possible, en tout cas pour ces deux systèmes déjà. Mais encore une fois, si vous voulez d'un seul coup que ça se lance sur je ne sais pas quel autre système d'exploitation, ça ne marchera pas. C'est évident, ce n'est pas portable, c'est ce que je vous ai dit au début. On y va, on a quelques petites choses à adapter et on va inclure pas mal d'entêtes qu'on va avoir besoin. Donc ça c'est le premier problème qu'on va rencontrer qui est, si on est sur Windows, on a certains fichiers d'entête à inclure qu'on n'a évidemment pas sur Linux. Donc pour vérifier, on a simplement cette petite constante, win32, d'accord, pour indiquer si on est sur Windows, comme ça on ne se prend pas la tête. Et on va pouvoir ensuite ajouter ce qu'il faut. Else, c'est dans le cas où on est sur Linux, enfin moi dans mon cas en tout cas ici, ce sera sur Linux. Et voilà, donc on a cette macro, cet ensemble de vérifications conditionnelles qu'on va faire. On va pouvoir ajouter ce qu'il nous faut. Donc moi, petit include, si on est sur Windows, on va ajouter, alors là faut pas se tromper, c'est winsock2, et ensuite c'est ws2, et comme on travaille avec TCP,
TCP/IP. On va ajouter ce fichier d'entête aussi. Pour Windows, donc évidemment, si on essaie de les ajouter les inclure sur Linux, ça ne marcherait pas. Si on est sur Linux, voilà. Comme ça au moins en termes de commentaires c'est clair. On va ajouter d'autres paquets. On va avoir Netinet. On va avoir aussi le fichier d'entête système des sockets. Et ça devrait normalement être bon. S'il manque quelque chose, de toute façon, on le verra bien assez vite. Ici, j'ai une erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le commentaire qui me change ma coloration. Oui. Bon, il est pas très content. Okay. En même temps, dans les macros, c'est un peu normal. Ça peut poser souci. Donc on va le mettre ici pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, on a ce qu'il faut en tout cas au niveau des inclusions normalement. Il ne devrait pas manquer quoi que ce soit, donc on verra s'il faut par la suite par rapport à ce qu'on va changer. On y va, on est dans la fonction main, bien sûr, hein, pour des raisons pratiques au niveau de la vidéo, je fais tout dans la fonction main, mais bien sûr sur un programme plus conséquent, il faudrait faire ça plus proprement, de manière plus modulaire, mais logiquement vous êtes censé savoir faire puisque vous l'avez vu dans le cours. On va passer ici, et on va commencer, parce que ça fait maintenant un petit moment qu'on a fait un peu le tour des explications et de tout ça, par préparer notre code. On va procéder étape par étape. Nous sommes sur le serveur, donc il va y avoir quelques petites choses à faire. Déjà, pour Windows, il va falloir faire toute une configuration pour démarrer en fait le système, donc WinSock, donc ce sont le système de socket de Windows. Il faut qu'on le mette en route directement pour avoir tout ce qu'il nous faut et pour que ce soit en fait opérationnel. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier de libérer les ressources à la fin. Donc on aura une partie initialisation et ensuite il faudra penser à libérer ce qui a pu être alloué une fois que le programme a terminé proprement pour qu'on fasse on va dire les choses bien. À nouveau, bon, je vais faire un petit copier-coller aussi, gagner un peu de temps pour Windows. Donc ça c'est seulement pour Windows. On va créer, enfin on va déclarer en tout cas WSA data, WSA pardon, et on va faire une vérification parce qu'on va lancer en fait le programme directement. Donc là bon la ligne n'est pas très longue normalement, donc ça va faire startup et on va passer en argument un mot et je vous expliquerai ça un petit peu après parce qu'on va aller faire un petit tour au niveau de la doc. Je suis au niveau des parenthèses ici. Et ensuite WSA qu'on passe par adresse. C'est pour ça que je ne l'ai pas initialisé puisqu'on va directement en fait affecter juste à la suite. Donc je laisse tel quel. Et tout ça, si c'est différent de 0, parce que vous le savez, dans un langage comme ça où il n'y a pas de système d'exception, il faut gérer bien sûr tous les cas d'erreur très importants. Et bien on va le faire aussi. Donc s'il y a un problème ici, alors je vais mettre pour différencier qu'on est genre sur le code du serveur. Donc on est ici et je vais mettre erreur ou échec simplement. Voilà. Donc j'ai combien de parenthèses de... Ok. Ça c'est bon. Normalement c'est bon. On n'oublie pas de quitter bien sûr. Et comme ça, on a fait la vérification qu'il nous fallait. Voilà. Donc ça, vous avez les différentes dans la documentation de Windows. Et on peut peut-être aller faire un tour ici. Regarde un petit peu ce qu'il nous faut pour Startup Function. Donc WinSock ici. Et nous avons voilà, le démarrage ici qui est fait avec la version qui est nécessaire. Donc on prend les bons paramètres. Nous on a passé 2, mais normalement on doit retrouver les différentes valeurs. Et ici, en cas de retour, enfin en cas d'erreur, d'accord, et bien ça retourne différents codes d'erreur. C'est pour ça que j'indique simplement différentes 0, puisque si ça retourne 0, c'est que ça a fonctionné. Et comme je ne veux pas tester chaque code d'erreur un à un, on reste assez simple dans les messages d'erreur qu'on note ici pour l'exemple. On vérifie simplement ces différentes 0, et si c'est le cas, automatiquement il y a une erreur, donc on ne cherche même pas à aller plus loin. On vérifiera par tout ça. Donc là vous avez tout ce qu'il vous faut. Je ne vais pas trop rentrer encore une fois dans le détail parce qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on voie, mais on a tout ce qu'il faut avec notamment donc un pointeur vers la structure donnée WSA data. Donc c'est une structure, vous voyez, propre à Windows, c'est ce que je vous disais, c'est pas du code portable. Et vous avez les explications aussi par rapport à ça. Mais encore une fois, bon, comme on n'est pas sur le cours de réseau non plus, on va dire être assez bref là-dessus. Ça c'est pour l'initialisation.
pour tout ce qui concerne l'utilisation de socket pour Windows. Donc c'est fait justement dans cette partie conditionnelle. Donc sur GNU Linux, par exemple, si vous voulez faire un code vraiment séparé des deux, bah, vous n'aurez tout simplement pas ajouté cette partie du code. Comme je ne veux pas l'oublier pour la suite, parce qu'on va compléter, parce que comme je parle en même temps, ça va très vite arriver sinon. Petit else, and if, et on va ajouter différentes parties pour pouvoir le nettoyer. Donc on va faire un petit clean-up, et en fait on va pouvoir libérer justement ça, c'est-à-dire qu'on l'a initialisé, il faut qu'on puisse ensuite libérer ce qu'on a fait. Donc on l'oublie pas bien sûr à la fin, et que dans le cas de Windows, très important, donc on fait pas ça à l'envers surtout. Voilà, ça c'est bon, en tout cas pour cette partie on va dire initialisation, enfin en tout cas pour la partie Windows. Alors, je vais peut-être mettre un peu de commentaires parce qu'on va avoir beaucoup de code. Voilà, initialisation WinSock pour les sockets, et on va pouvoir sinon paramétrer bien tout ce qu'il nous faut pour la suite. Ça commence, on y va, on va passer par la création du socket. Donc je vais aller sur socket, on va taper socket, normalement ça devrait être bon. Ah bah oui, sur le man plutôt, voilà. On va très souvent passer sur le man ici, et on va retrouver donc la création de notre connecteur réseau. Avec, comme vous le voyez ici, une petite fonction, donc ça c'est très souvent ce qu'on va utiliser, d'où le fait d'avoir inclus des en-têtes. Et vous voyez, on est dans le manuel pour Linux. Donc c'est pour ça que je vous disais que sur Windows, on a vraiment quelque chose d'autre. On aurait d'autres possibilités, en tout cas d'autres choses à mettre en place. Donc on va bien sûr paramétrer un petit peu tout ce qu'il nous faut pour la suite. Donc on y va, on va préparer ça. Ici, donc socket, on a un domaine, d'accord. On a le type de socket et on a le protocole. Donc on va avoir différentes comme ça, on va dire différentes choses à gérer. Ce qui va nous concerner, le domaine, comme on veut travailler directement avec TCP, on va être en AF inet. Si vous allez voir la documentation aussi, on le retrouve tout bêtement ici, et on travaille donc avec IPv4, d'accord. Pour IPv6, on aura inet6 qui est ici, donc on peut bien sûr adapter pour ce qu'on veut. Donc nous on travaille avec une adresse IPv4, donc on est là. D'ailleurs je vous disais pour TCP, mais rien à voir avec TCP ici, c'est le type. Pour le type justement, là on va avoir SockStream, donc c'est un type spécifique pour TCP qui est ici. Donc là vous avez là, différents types, donc il y en a plusieurs, ça c'est pour UDP, donc si vous voulez faire avec UDP, vous utiliserez cet argument là, mais non on va utiliser SockStream pour être en TCP, et après comme ça on a différents paramètres à avoir. Et ensuite pour le protocole, comme on n'a rien de spécifique en tout cas inscrit ici, on va passer 0, et comme ça on sera effectivement bien en TCP, il n'y aura pas de problème. On y va. À nouveau, alors c'est pareil, je peux le montrer quand même rapidement, je ne le ferai pas après pour chaque fonction, parce qu'on va en avoir quand même beaucoup, mais très rapidement, on peut voir qu'en retour, c'est pour la quasi-totalité des fonctions qu'on va voir, en cas d'erreur, ça retourne -1. Voilà. Donc on vérifiera si le retour est de -1. Dans ce cas-là, on traite bien sûr l'erreur pour ne pas faire les choses n'importe comment. C'est parti, on prépare le descripteur donc pour le socket en question, et on va faire appel à la fonction socket. Je vous avais dit donc AF inet, ensuite SockStream et 0 parce que le reste ne nous intéresse pas pour le dernier argument. On vérifie ça. Donc site est égal à -1, et là je vais très souvent faire des copier-coller pour les erreurs. On va faire ça simplement ici. Voilà. Et là, échec d'initialisation du socket. Comme ça, tout est pris en compte. Normalement à ce stade, c'est bon. D'accord ? Le socket est initialisé, ça ne va pas poser de problème. Et là, nous allons passer par une structure. Il va falloir qu'on configure ce socket pour voir un petit peu vers quelle adresse on travaille, vers quel numéro de port aussi. Parce que le but du serveur, ça va être, donc bon, il est sur son adresse bien évidemment, mais ça va être d'écouter sur un numéro de port. Et s'il y a ensuite une autre machine qui envoie quelque chose ou qui cherche à communiquer sur ce numéro de port en question, on saura donc qu'il y a éventuellement quelqu'un qui veut communiquer. Et en plus, comme on est avec TCP, il y aura même une connexion qui pourrait être faite sur l'adresse du serveur et le numéro de port, bien sûr, qui va bien. En s'assurant, bien évidemment, d'avoir un numéro de port qui n'est pas déjà utilisé. Parce que si vous avez d'autres applications qui tournent en tâche de fond, qui utilisent les ports les plus classiques qu'on peut retrouver, 80, ou des ports par exemple pour MySQL ou que sais-je, vous aurez une erreur à ce moment-là. Donc nous, on va privilégier un nom de port aléatoire qui, normalement, ne devrait pas être, on va dire, déjà utilisé par autre chose. On va ici déclarer un élément d'une structure un peu particulière, donc de ce type là, sock address in pour input,
Et ça c'est pareil, c'est un cas particulier, donc je vais vous montrer rapidement. Comme je l'ai dit là, plutôt que juste de vous dire les choses à l'oral comme ça tel quel, je vais vous montrer un petit peu d'où ça vient. On va pas l'avoir ici, oh, je suis pas sûr qu'on l'ait ici, plutôt là. Voilà, donc c'est in qui nous intéresse, donc c'est celle-ci. On a les versions pour IPv6, mais nous on a IPv4, on va pas s'embêter. Et vous voyez que c'est une simple structure de données. Je vais peut-être agrandir un peu le... Hop. Voilà. Donc simple structure de données, avec différentes informations. La famille, donc ça, bon, on retrouve le fameux IFINET, le numéro de port sur lequel on va communiquer, et bien sûr l'adresse, qui nous concernera. Là, en fait, on va vouloir nous communiquer avec n'importe quel client. C'est-à-dire qu'il vient de n'importe quelle adresse, mais sachez que vous pourriez filtrer, vous pourriez tout à fait gérer ça, en tout cas en amont aussi. Donc nous, on va avoir ça. Je vais appeler ça, bon, vous allez voir, voilà, pour que ce soit explicite, socket address, comme ça on sait ce que ça contient. Et on va remplir tout de suite cette structure, comme je ne l'ai pas initialisé là, je le ferai après coup, parce qu'on a une structure dans une structure. Donc si j'ai initialisé tout au départ, ce ne serait pas forcément très lisible. Donc je le fais après coup. Et ici, on va tout initialiser par rapport aux différents éléments qu'on a. Donc vous avez vu qu'on en a finalement 3, mais le dernier est lui-même déjà une structure, donc il faudra qu'on complète un petit peu ici. Donc là, on va avoir sin family. On remet à IFINET. Alors là, pareil, j'aurais pu utiliser une constante pour ça, puisque finalement, vous voyez, comme je le répète ici, j'aurais pu faire une petite macro. Voilà, bon, je ne l'ai pas fait ici, mais on aurait pu le faire. Socket address. On va avoir ensuite numéro de port. Et là, par contre, je vais le faire. Donc, je vais créer une petite constante. Je vais appeler listening port, comme ceci, et on va l'intégrer là. Et on va mettre un port au pif, genre 5094. Je pense pas que ce soit utilisé sur mon ordinateur par une autre application. Donc ça devrait passer sans problème. Ok, on a les différents éléments qu'il nous faut. Et ensuite, parce que je veux pouvoir accepter les connexions de n'importe quelle adresse, donc ça va être SYN address. Mais à nouveau, comme c'est déjà une structure, on va accéder précisément au champ saddress. Donc ils n'ont pas été très, comment dire, très inspirés, on va dire, sur les noms des données membres, mais c'est pas grave. In address any. On accepte tout. C'est la foire fouille, c'est la journée portes ouvertes. On accepte toutes les connexions, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, attention, après on pourrait contrôler si on voulait, mais là on autorise un peu toutes les adresses. En 30, même si le client lui va se connecter qu'à un seul serveur et pas n'importe où non plus. On ne va pas faire la même chose dans les deux sens. Maintenant, eh bien, il s'agit d'établir la connexion. Donc on va faire en fait ce qu'on appelle un bind, d'accord. On va attacher la connexion en utilisant les paramètres qu'on a pu créer, donc l'adresse, etc. Et on va comme ça pouvoir établir tout ce qu'il nous faut pour la suite. Donc on y va. Alors on y va parce que je vais avoir bind return code et on va faire appel à une fonction qui est bind. Là pareil, bind socket. On va passer sur de la documentation, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Et on a ceci, donc on va lier, d'accord, on va faire les liaisons entre les informations qu'on a pu mettre et un socket. On va faire cette liaison là ensuite pour pouvoir établir la connexion par la suite. Donc on a à nouveau le descripteur de socket qu'on a créé précédemment, la fameuse adresse, vous voyez, stock address, pour ça que j'ai créé un élément de cette structure, et ensuite on aura besoin visiblement de la longueur de cette adresse. Donc on va avoir besoin de rajouter un petit peu quelques informations ici. Ça on pourra faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là, on passe socket, ça c'est OK. Ensuite, alors là c'est un peu particulier, c'est parce que ça prend ici un pointeur vers ce type de structure, et comme on veut manipuler les données comme il faut, il va falloir qu'on fasse un passage par adresse. Donc il est possible que certains ne soient pas habitués à ce type de notation, mais en fait c'est simplement un passage par adresse, et on fait bien sûr une conversion vers le type, donc vers un pointeur de struct sock address. Donc ça ressemble à struct sock address, ok, pointeur, et tout ça, pour faire cette conversion, ce qu'on a converti, on le passe par adresse. Donc on passe la fameuse adresse qu'on a initialisée ici, d'accord. Et enfin, la taille de ça, socket address, et voilà, on prend pas la tête non plus. Alors c'est vrai que ça fait un peu long. Encore une fois, faut pas avoir peur. Voilà, rajouter un peu pour rendre le code le plus lisible possible. Comme ça, cette fois-ci, on auto-documente, on comprend que c'est la taille, l'adresse du socket, plus lisible que directement mettre le size of ici. Et en plus, vous, c'est plus lisible surtout sur la vidéo. Donc on fait d'une paire de coups. Ok, cette partie est faite, c'est pour ça vous voyez que je prends bien mon temps, parce que comme je vous explique les choses, et que je dois écrire mon code, et que je dois
en tout cas essayer de faire le moins d'erreurs possible, parce que j'ai pas envie de corriger 50 erreurs à la compilation. On essaye de faire comme ça au fur et à mesure pour chacune des parties. Bind return code, puisque c'est en fait simplement un code d'erreur, donc à nouveau, on vérifie. Donc je vais faire un petit copier-coller, ce qu'il ne faut absolument pas faire, je rappelle. Voilà. C'est également la même chose, si ça retourne donc -1, c'est qu'il y a une erreur. Donc je vais mettre erreur d'échec, donc échec de liaison. Je vais mettre du domaine, alors je vais mettre pour le socket. Pareil, pas très inspiré pour les noms les messages d'erreur, je ne vais pas perdre de temps non plus. Voilà, échec de liaison pour le socket. Et comme ça, on a traité ce cas d'erreur aussi. Maintenant qu'on a fait l'association, qu'on a fait la liaison avec tout ça, on va pouvoir mettre le serveur sur écoute. Le serveur va pouvoir commencer à écouter un petit peu et attendre d'éventuelles connexions entrantes. Donc vérifier un petit peu tout ce qu'on a ici. Ici, on va pas avoir grand chose, donc je vais le faire directement dans la condition. Parce que j'ai pas énormément de code à noter, donc on va le mettre directement dans la condition. Puis au moins ça vous montre, ça vous habitue pour ceux qui ne verraient pas ça souvent, à faire directement les vérifications suite à un appel de fonction dans une condition, pour voir un peu, pour qu'on ait un petit peu les différents éléments. Listen, c'est également une autre fonction qu'on va retrouver, voilà, qui va permettre, comme vous le voyez, donc d'attendre, écouter pour attendre donc des connexions sur un socket. Ça prend en argument le socket en question. Et ensuite un backlog. Et le backlog, bon, c'est un nom un peu bizarre, ça permet en fait de voir le longueur maximum, si vous voulez, dans la file d'attente qu'on va pouvoir accepter. Donc à voir en fait si vous voulez limiter le nombre de clients qui pourront éventuellement se connecter. Vous pouvez gérer ça aussi. Donc voyez, on a plein de possibilités. Si on veut pas en fait se retrouver avec 1000 clients qui essaient de se connecter, on peut tout à fait gérer un petit peu ce genre de paramètres là. Donc nous, on va configurer tout ça. On va passer socket, donc le descripteur comme d'habitude, ça ne change pas. Et ici, je vais créer une constante, donc je vais l'appeler, alors on va appeler ça pending queue, genre max length. Alors, je pense que ce sera suffisamment clair. Et tout ça, bien sûr, si c'est égal à -1, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, à ce stade, c'est qu'a priori, il y a eu une erreur. Donc échec de l'écoute. Mettre initialisation, ou plutôt de démarrage. Un très long message pour pas dire grand chose, mais au moins c'est clair. Et ça, bon là comme j'ai qu'un seul client qui se connectera, on va mettre 1. On pourrait mettre plus, mais là voilà, je vais mettre 1. Comme ça, on pourra modifier ces paramètres si vous avez besoin. Donc c'est toujours pareil. On a l'intérêt d'utiliser ensuite des données comme ça. Si vous pourriez même vous faire un fichier de configuration et ensuite en changeant la configuration pour avoir quelque chose qui est un peu plus modulable. Bien sûr une flèche, oui, -1 plutôt. Voilà, donc listen, si c'est égal à -1, en tout cas le retour de l'appel à cette fonction, pareil, c'est qu'il y a une erreur, c'est ce que je vous ai dit, c'est que quasiment toutes les fonctions retournent -1 en cas d'erreur. Ça doit être normalement indiqué, voilà, en cas d'erreur, -1 est retourné, etc. Donc on peut gérer aussi de ce côté-là pour être sûr d'avoir traité tout ce qu'il faut. Et normalement, alors je vais quelques espaces, à ce stade, la connexion doit être, enfin, ça doit être prêt, en tout cas on a fait la liaison, et on est sur le bon port d'écoute. On n'a plus qu'à attendre que quelqu'un finalement arrive dans le magasin quelque part. Donc on va mettre un petit message quand même pour l'indiquer, en attente de nouvelles connexions. 3 petits points, ça fait plaisir, et voilà. Normalement on est bon. Là on suppose qu'il y a quelque chose qui arrive, d'accord, qu'il y a une connexion par la suite qui va arriver. Et comme on travaille avec TCP, je vous avais dit que ça fonctionnait en mode connecté. D'accord, si on revient sur les notes, TCP c'est un système donc socket par flux, c'est connecté et on doit établir une connexion avant de pouvoir communiquer. Donc on va supposer qu'à un moment donné, on est en attente, il faudra bien qu'il y ait une connexion qui s'établisse ici. Alors pareil, sur le programme là, moi je limite pas mal le nombre de choses qu'on peut faire. Vous par la suite, vous pouvez faire un programme beaucoup plus conséquent avec plusieurs clients qui peuvent se connecter, avec des messages que vous pourrez faire saisir l'utilisateur avant de les envoyer. Je ne vais pas faire ça parce que ça rajouterait plein de lignes de code pour des choses simples que vous savez déjà faire, mais bien évidemment on peut le faire. Là moi je vais faire juste un programme où chacun va s'envoyer un petit message pour se répondre et le programme va se couper. Et vous pourrez bien sûr faire quelque chose d'un peu plus étoffé si vous voulez aussi. Et vous avez remarqué que ça fait déjà pas mal à écrire pour finalement si peu. Donc là, on va permettre finalement cette connexion, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de pouvoir accepter des connexions entrantes. Parce que là, on est juste en attente, ça ne veut pas dire que ça y est, les connexions, on va pouvoir les accepter. Non, il faut qu'on accepte bien sûr l'arrivée de connexions entrantes. Donc il faut qu'on mette en place un petit peu tout ça. Donc il faut finalement le gérer.
Donc là, on va préparer, on va créer un autre socket qui va nous servir de connexion. Donc le socket connecté, donc je vais l'appeler comme l'autre, mais je vais mettre connected en préfixe. Et on va faire appel à la fonction accept. Alors, je vais l'indiquer là. Que vous voyez un petit peu comment que ça se déroule aussi. Donc accepte une connexion sur un socket, d'accord, pas de problème. Et on a une petite fonction qui est associée avec le descripteur en question. On retrouve également une adresse, donc toujours de type sockAddress, et ensuite éventuellement, et c'est pas même éventuellement, c'est une longueur d'un type un peu particulier. Vous voyez, socklen t, donc on a toujours des types spécifiques pour ça. Donc on va avoir bien sûr quelques conversions à faire pour que ce soit pris en charge, comme j'avais fait notamment ici. Donc il faut qu'on mette tout ça comme il faut. Alors socket address length, on l'a prêt ici. Donc ça c'est bon, on va pouvoir la réutiliser de toute façon. Pour accept, on va avoir le premier socket qu'on avait fait, puisqu'on va travailler donc chercher depuis ce dernier là. Ici, donc attention, conversion en pointeur vers la structure et toujours passage par adresse. Donc sock address, et on va passer socket address, donc ça ne change pas. Par contre, ce qui change, je vais le mettre à la ligne parce que sinon ce sera pas lisible pour vous. On va avoir cette fois-ci socklen. Donc vous voyez, je reprends exactement ce qu'il y a dans la doc, hein. J'invente rien, encore une fois, je joue pas aux devinettes, c'est voilà, c'est ça. C'est directement ce type là. C'est un pointeur vers socklen. Donc on a ce type là. Et comme ça on a différentes données. Donc pareil, pointeur vers, ça va être converti vers ça. Et toujours passage par adresse. Donc socket address length, qui je rappelle, nous l'avions calculé ici. Donc on le réutilise, pour ça que finalement je suis passé par une variable, parce que je me suis souvenu qu'on en aurait besoin par la suite. Et comme ça c'est tout bon. Comme d'habitude, normalement vous avez compris ce qu'on va faire. Si c'est égal à -1, à nouveau. Donc serveur, échec de connexion, on va dire, ou plutôt échec d'établissement de la connexion à mettre. Voilà, on quitte aussi. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'on a normalement en tout cas établi ça, c'est bon. À ce stade, nous sommes connectés. Nous sommes connectés avec en tout cas le client ici qui a voulu donc demander une connexion. Elle a été acceptée. Donc c'est bon, les deux vont pouvoir communiquer ensemble. Donc ce qu'on va faire, nous dans le programme qu'on va écrire, c'est le client qui va envoyer un message. Donc le serveur doit le réceptionner. Et ensuite le serveur va répondre au client. Donc vous avez compris, le serveur il doit recevoir le message du client. Ensuite il en envoie un. Et le client c'est l'inverse. Il va en envoyer un et ensuite il recevra la réponse du serveur. Donc on y va. On va préparer. Alors ça c'est vrai que j'ai pas noté. Parce que c'est vrai que je vous avais mis des commentaires. Je vais revoir ici. Initialisation. Voilà. Création du socket. Alors ça c'est juste initialisation de WinSock. Hein. C'est pour pouvoir utiliser les sockets sur Windows. Et ensuite on crée ça. Ça c'est là. On va dire que c'est la configuration. En gros. Ensuite ça c'est la liaison. Donc on a différentes parties ici. Donc configuration et liaison, on va dire. Ça ensuite c'est le début. Attente pour les nouvelles connexions. J'avais marqué en anglais. Là je fais un mélange de franglais. Voilà. Et après une fois qu'on est connecté, effectivement, on accepte tout. Et là, réception d'un message. Et on fera bien sûr envoi d'un message. Et là, libération des ressources. Là d'ailleurs, on a vu qu'on avait ajouté certaines choses. Comme on a connected socket et on a celui-ci, on en a donc deux à libérer. Pareil, sur Windows, la fonction n'est pas la même que sur Linux. C'est pour ça que j'ai fait ces différentes macros conditionnelles. On va avoir close socket pour Windows. Donc là, connected socket, je le mets tout de suite. Et ensuite, socket ft, il est là. Pour Linux, donc il n'y a pas le WSA cleanup parce que ça c'est pour Windows. Je l'ajoute là d'ailleurs. Voilà, c'est juste close. Et comme ça, tout est libéré à ce stade. Le return, c'est après. Voilà, comme ça au moins libération, tout est fait par rapport à ce qu'on a.
réception d'un message, envoi d'un message, donc on revient sur cette partie. Pour la réception, il va nous falloir une mémoire tampon, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire caractère par caractère, ça ferait beaucoup d'opérations d'entrée-sortie qui seraient très coûteuses. On va juste partir du principe qu'on a ce qu'on appelle un tampon, ici donc pour la réception des messages, qui fera un certain nombre d'octets, d'accord, une certaine taille, et une fois qu'il est plein, c'est bon, on peut éventuellement en créer un autre. Donc c'est-à-dire au lieu d'envoyer encore une fois caractère par caractère et d'effectuer des opérations sur le disque à chaque fois, on va attendre que ce tampon soit plein avant de passer à un autre. Et donc c'est chaque tampon qui sera finalement une opération. Et on choisit ensuite un certain nombre d'octets, ça c'est arbitraire, c'est vous qui voyez quelle taille vous donnez. Donc moi je vais créer un buffer size, définir plutôt. Et je peux mettre par exemple un 1024, bon c'est assez classique, 1024 on le fait assez souvent, ça peut être 2048, donc multiple de 2 généralement, et on peut comme ça choisir un peu la taille qu'on veut. 1024, vu les machines qu'on a, ça posera pas de problème. Pour la réception du message, on va pouvoir utiliser ce dernier. On va créer notre tampon de données, donc le fameux buffer, de la taille de la constante que nous avons créée. Pour faire ça proprement, on va initialiser à 0, histoire de ne pas avoir un truc avec des données n'importe comment dedans. Donc on initialise tout ça. Et ensuite, on va pouvoir réceptionner la donnée qu'il nous faut. Donc en passant par une variable received byte, parce que ça permet en fait de récupérer le nombre d'octets qui ont été reçus. Et c'est le retour de la fonction regv. Cette fonction, pareil, à nouveau, socket. On va en avoir quelques-unes, je veux celle-là plutôt. Voilà. On en a quelques-unes différentes. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Ça, c'est pour UDP. D'accord. From ici, vous pourrez travailler avec UDP. Mais pour TCP, on va avoir besoin de celle-ci. Donc, vous voyez qu'on récupère la taille, le nombre d'octets qu'on a pu recevoir. On fonctionne avec le socket en question. On a ensuite le buffer. On a ensuite le nombre d'octets qu'on veut lire. Donc, ça tombe bien, on a fait une petite constante pour ça, pratique. Et ensuite, on aura éventuellement quelques drapeaux, quelques éléments qu'on peut régler. Mais nous, comme on veut faire une réception ou un envoi simple, on ne veut pas en fait passer par des paramètres précis. Pour aller voir dans la documentation les différents paramètres qu'il peut y avoir, même si c'est en anglais, tout est expliqué pour voir un peu chaque paramètre à quoi il correspond. Nous, on passera à 0 parce qu'on ne veut pas en fait spécifier quelque chose en particulier. regv, on va noter ce qu'il nous faut. Il nous faut donc le socket qui a permis d'établir la connexion, donc c'est celui-ci maintenant, connected socket. On va avoir directement ce dernier. Ensuite, il nous faut le buffer. Ensuite, la longueur, donc ça correspond à ce que j'ai dit là. Si mon buffer il fait 1024 octets, eh bien je lis 1024 octets à chaque fois. Donc comme ça, je suis sûr de ne pas déborder, il n'y a pas de problème. On aura le maximum de l'information qu'on veut ici. Et enfin, 0, parce que je vous ai dit qu'on n'avait pas d'élément particulier ici à indiquer comme argument, pour la réception en tout cas. Une fois que ça c'est reçu, ce n'est pas tout. On vérifie. Et ça c'est important parce que très souvent je pense qu'il y a plein de gens qui oublient. J'ai souvent remarqué ça dans les développements, beaucoup de gens qui ne pensaient pas vérifier les erreurs sur des envois de réception. Voilà, on le fait pour plein de choses, genre les établissements de connexion, ça généralement les gens y pensent. Par contre pour receive, send, etc., comme on va le voir après, c'est assez rare que les gens pensent à gérer ça, alors que il n'y a rien qui vous garantit en fait que la réception elle se passe bien ou que l'envoi d'un message se passe bien aussi. Donc au niveau du langage, vous avez des codes d'erreur pour contrôler ça. Donc il faut bien évidemment s'en servir. On passe ici, voilà, et ici simplement échec de réception du message du client. Ok, une fois que ça c'est fait, donc c'est-à-dire une fois que normalement on a communiqué, c'est bien, on a reçu le message, ok, mais il faudra peut-être l'afficher. Donc on va dire, voilà, on va mettre client pour indiquer que c'est lui qui a écrit quelque chose. Alors pour sonder, je vais avoir des problèmes si j'essaie d'afficher ça sous forme d'entier. Et on affiche bien sûr ce qu'on a récupéré dans notre tampon. Et c'est tout pour la réception. Oui, c'est pas grand chose, c'est pas ce qui était finalement le plus long à écrire, qui demandait le plus de choses à voir, à part cette fonction bien sûr qui est à connaître. Et maintenant on va passer à l'envoi avec les différentes. On va faire ça à l'envers tout simplement, en préparant le message en amont. Parce qu'encore une fois, je fais un programme quand même qui est relativement simple. On va pas demander à l'utilisateur de saisir un message, etc. et de contrôler la lecture. Si vous voulez, de toute façon, je vous renvoie vers le tuto sur la chaîne dans la playlist des tutoriels pour faire de la lecture sécurisée en langage C. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc nous, on va juste se contenter de dire « Bonjour client, je suis le serveur ». Un petit point quand même, parce qu'il est poli, il met de la ponctuation comme il faut. Et ensuite, on va pouvoir directement, non pas cette fois-ci receive the byte, mais on va avoir
les octets qui ont été envoyés. Donc on a une fonction inverse de regv ici, qui est simplement send. Et à nouveau, petit tour dans la documentation, que vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc pareil, send to pour UDP, avec TCP on a send, et on retrouve celle-ci. À nouveau, le descripteur pour le socket, le buffer, donc le tampon, la longueur de les données qu'on voit, le nombre d'octets, et toujours pareil si on avait besoin de passer des paramètres spécifiques, que je vous laisserai bien sûr le soin de regarder ici, si ça vous intéresse. Donc vraiment la même chose que ce qu'on a pu faire au-dessus pour finalement la réception. Connected socket, ça ne change pas. Le message, un petit strlen du message, pour savoir le nombre d'octets que ça fait, qui a donc à envoyer, et 0 ici. Et là c'est terminé. Parce que bien sûr, hein, l'envoi de message, on n'a pas besoin. On peut indiquer qu'on a envoyé le message, mais on ne va pas le faire. On le verra de toute façon au niveau du client. Si ça a bien marché ici, on verra le message qui est arrivé. Pour autant, ça ne nous empêche pas, ça ne nous dispense pas, comme d'habitude, de vérifier le retour de ça. Alors pareil, je viens de voir, oui, bien sûr. Bon, j'aurais vu la compilation, mais attention, c'est -1, toujours pareil. Et là, pareil. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce qu'après, on oublie la moitié des choses. Échec d'envoi du message au client. Et ça me semble pas mal. Je relis vite fait avant qu'on regarde et qu'on compile et qu'on teste, même s'il faudra qu'on ait le client pour voir qu'il y a bien les messages qui sont envoyés et reçus. Mais très rapidement, je regarde vite fait. Je sais pas, genre fait une erreur horrible, un point virgule ou un double égal oublié. Sait-on jamais. Là, ça me semble ok. Là, ça c'est bien là. On a bien converti, on a bien passé par adresse, mais pas ici. D'accord. Toujours -1. On attend de nouvelles connexions, on accepte les connexions, on vérifie aussi la réception, l'envoi. Et ici on a bien pour Windows les 3 là et close pour Linux. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Bien, serveur. On va compiler tout ça en ne faisant pas des bêtises, sinon ça ne va pas marcher. Et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de petites erreurs, même si je pense qu'il ne devrait pas en avoir non plus beaucoup. Bin, ah oui, bin. Et j'ai noté quoi là? Ah oui, c'est Word que j'ai noté. Non, ça déjà c'est tout attaché, c'est Make Word, bien sûr. Alors, il est où le bin? Mr Bean. Où est-ce qu'il est, Mr Bean? Bin. Bind. Bind, pardon. En plus, c'est pas bin, c'est bind. Ok. Et ensuite, j'ai un WSA. Je crois que j'ai d'autres erreurs parce que j'ai dû noter pareil des choses. En parlant, j'ai dû noter absolument autre chose. Alors, WSA data. WSA startup. Ensuite, make word. Ah oui, ça vient ça. C'est là. Non, pas là. Différent de 0. Ça, c'est une faute de frappe, il y a les parenthèses là. Ok, c'est bon. Alors là, vous allez me dire, bah non, c'est pas bon, ça combine pas. C'est normal. Il faut bien sûr lier ce qu'il nous faut pour utiliser les sockets de Windows. Donc on va pas oublier de lier tout ça. On va faire WS2- enfin underscore, pardon, donc le tiré du bas, 32. Et là, bien sûr, ça va tout de suite aller mieux pour la liaison au niveau de l'édition des liens. On est bon, enfin, en tout cas, déjà ça compile, donc c'est plutôt pas mal. On va tester et ça a l'air en tout cas d'être ok, on attend de nouvelles connexions, on ne pourra pas aller plus loin à ce stade en tout cas, il faudra qu'on ait le client qui soit fait par la suite. Donc je vais juste couper ça, on le relancera après. Et on va passer au client. Donc vous voyez, ça fait 45 minutes quasiment de vidéo, juste pour avoir fait le client. Bon, j'ai aussi fait toute l'introduction, hein. Je vous ai tout expliqué en détail. Mais on a vu beaucoup de choses. Alors le client, on va avoir beaucoup de répétitions, donc ça me permet d'aller un petit peu plus vite, mais on va quand même avoir quelques outils aussi qu'on n'a pas vus au niveau du serveur, donc il va falloir qu'on complète un petit peu tout ça. Je vais faire un copier-coller, ne faites pas ça chez vous. Je vais enlever ensuite le copier-coller. Je vais faire ça comme ça.
Ça, je vais remettre en fait après. On va pas avoir besoin normalement de ça. Initialisation, ça ne va pas changer. Tout ça, c'est tout pareil. Ça, on va avoir certains éléments qui seront peut-être en moins, parce qu'on va pas avoir besoin du pending, puisque c'est pour le serveur. On va laisser de son champ, j'enlèverai éventuellement les choses si quelque chose ne va pas. Ok, donc l'initialisation, on va voir toute cette partie, ça change pas, il n'y a pas de problème, c'est toujours pareil. Et par contre, ce qui va nous manquer, je vais l'ajouter maintenant, on va déjà le faire, j'aurais pu le faire après mais c'est pas grave, bah, bien sûr c'est l'adresse sur laquelle on se connecte, donc l'adresse du serveur. Moi ici je vous ai dit je suis en local, donc ça va être l'adresse locale, vous aurez la même, hein, si vous faites le même test comme moi en local, c'est 127.0.0. Classique. Et c'est là que vous changerez les paramètres. Si vous voulez par exemple vous connecter à une machine distante, eh bien vous mettrez l'adresse IP de la machine distante ici, pour que ce soit compatible et que ça fonctionne. Et vous veillerez que sur la machine distante, bien sûr, tout soit configuré comme il faut au niveau du pare-feu, pour que ça accepte les connexions entrantes sur donc les bons numéros de port et avec les bons protocoles. Sinon, bah, vous serez tout simplement dégagé à la sortie comme un videur en boîte de nuit. Ça ne marchera tout simplement pas. Donc ça devrait être OK pour la suite. Création du socket plus config, on va retrouver pas mal de choses similaires. Donc je vais évidemment pas tout vous expliquer à chaque fois, donc notamment en tout cas cette partie. Ce que vous allez voir pour l'adresse, ça va être un poil plus. Il va falloir aller un poil plus loin. Donc on va retrouver ça. Je revérifie quand même que j'ai pas de bêtises. Ici on va juste changer pour client. Là aussi. On a configuré toutes ces parties-là. Et il va nous falloir pour l'adresse, eh bien paramétrer ça un petit peu différemment. Puisque là on va avoir besoin finalement donc d'utiliser cette adresse-là. Et là, bon, bah, c'est de la chaîne de caractères. Nous, on veut que ce soit en binaire, parce que les fonctionnalités réseau utilisent ici du binaire pour pouvoir lire cette adresse. Donc on va devoir effectuer des conversions. Et vous savez bien qu'on ne va pas s'amuser à faire un convertisseur chaîne de caractères vers du binaire tel quel, puisqu'il y a des outils qui sont déjà disponibles pour ça. On va notamment, non pas là, on va passer par inetpton et pas Python, qui va nous permettre de faire une conversion qui IPv4 IPv6 vers, donc depuis du texte, vers un format binaire, code binaire. Et on va retrouver comme ça cette fonction qui va nous servir. Donc on a le fameux type de connexion, donc on avait AFINET, mais bon, c'est ça qui correspond. On a ensuite la source et la destination. Donc vous voyez, simple petite conversion, mais il fallait quand même qu'on l'ait. D'ailleurs, je crois que le ARPA, je ne l'ai pas ajouté. Et non, il va nous le falloir. On va en avoir besoin ici. Ouais, je ne l'avais pas ajouté. Bon, c'est pas grave, au moins on l'aura si besoin pour la connexion. Donc ça c'est bon, normalement pour cette partie ici. Et on va effectuer justement la conversion qu'il nous faut pour qu'on ait notre adresse ici. Que l'adresse elle soit utilisable et prête pour ce qu'on a besoin au niveau du client. Donc là, on va devoir récupérer déjà le code de retour. Donc je vais appeler ça inetReturnCode, ça ira très bien. Et je vais appeler Python, donc cette fonction, avec toujours IFINET, c'est pour ça que je vous dis que j'aurais pu mettre ça dans une constante aussi, pour éviter de le répéter à chaque fois. Le fameux, la chaîne de caractères, donc l'autre, je rappelle la petite macro que j'ai ici. On va la passer directement là. Comme ça marche tout de suite. Ensuite, socket address, donc pareil, qui est ici. On l'a repris tel quel. Et on va avoir, bien sûr, SYN address. Donc ça va permettre de compléter finalement cette valeur-là qui nous manquait. Je rappelle que dans le serveur, voyez, on a indiqué que on acceptait provenance de tout. Là par contre, eh bien, on veut se connecter à ce serveur en particulier. Et pas tout non plus, on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc on passe par ça. Pareil, si c'est égal à -1, petite heure, non, juste ça. Là je vais mettre adresse invalide, on va mettre genre invalide ou non, non prise en charge, quelque chose comme ça. On peut dire ça. Qu'il n'a pas réussi à faire la conversion. Et maintenant, nous avons les infos. Vous voyez, on a normalement préparé la configuration, en tout cas pour cette partie-là.
Donc on a cette partie en tout cas à gérer pour la suite. Ici, on n'a pas besoin de lier quoi que ce soit. Ça concernait notre serveur. Et ensuite, vous voyez, le serveur, il écoute. Et ensuite, il accepte des connexions. Pour le client, ça va aller beaucoup plus vite. Le client, il va juste chercher à se connecter. Et ensuite, après, une fois qu'il sera connecté, là, il n'aura plus qu'à envoyer un message, recevoir. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, on aura beaucoup moins d'étapes pour le client. Donc on y va. On va gérer cette partie-là pour que ce soit bien sûr retraité aussi et qu'on ait différentes infos. Alors déjà, je vais reprendre, parce que ça, je ne vais pas le renoter à chaque fois, parce que je l'avais fait ici. On va avoir besoin de la longueur ici pour l'adresse. Donc je le récupère tel quel. Et ensuite, connection, on va créer une petite variable aussi, qui va servir comme d'habitude, vous l'avez compris aussi maintenant, quand je fais ça généralement, c'est qu'on va vérifier le retour d'une fonction pour avoir ça, et que c'est surtout plus lisible de procéder comme tel. La fonction connect. Pareil, gardez l'habitude de vous montrer ça. Socket. Voilà, donc c'est initialise tout simplement une connexion sur un socket. Et vous voyez, à nouveau, on retrouve le même format en fait. C'est vraiment le même format qu'on a vu tout à l'heure pour ici. Voilà, dans l'autre on bind, dans l'autre on connecte. Donc soit on fait la liaison, ensuite on accepte la connexion. Donc ce qui est fait là, soit tout simplement on se connecte. Donc le client évidemment a moins de choses en tout cas à gérer. Donc on a ces différents éléments qui sont ici. Pour la connexion, on va passer socket FD. J'espère que comme j'ai fait copier-coller, il est bien là. Oui, c'est bon. Il a bien été créé, donc pas de bêtises ici. On va avoir à nouveau le passage par adresse après conversion en pointeur vers la fameuse structure pour socket address. Et ensuite, socket, j'ai dit, address length, passer par valeur telle quelle. Et on a les éléments qu'il nous faut. Et ensuite, on vérifie bien sûr tout ça. C'est parce que en fait, je notais vite. Du coup, je mets toujours la flèche à la place. Client, connexion, on va en mettre simplement échec de la connexion au serveur. Voilà, faire ça comme ça. Ça ira très bien aussi. On est pas mal. Donc on a fait initialiser pour Windows, on a fait la création du socket, ensuite sa configuration, j'ai mis encore n'importe quoi ici, voilà, conversion pour la bonne adresse, ensuite on établit, on tente en tout cas d'établir une connexion, et normalement à ce stade, si tout s'est bien passé, si tout est merveilleux, on est censé être connecté, et on est prêt à pouvoir envoyer et même recevoir des messages. Donc là on a fait, voilà, c'est bon, on a fini là on n'a plus que ça. Là vous voyez, c'est ça en fait. C'est envoi d'un message, réception d'un message, c'est la même chose. Donc je vais faire ça. Répétez pas chez vous non plus. Là, je l'ai mis comme ça. Envoi d'un message, tout simplement. Donc on va envoyer bonjour, non pas bonjour client, mais bonjour serveur. Je suis le client et pas je suis ton père. Voilà. Sent byte, on va laisser tel quel. Sauf que là, on travaille que sur ce socket. Vous voyez qu'on n'a pas fait un deuxième socket. Donc on est juste sur socket FD. On va passer le message, on passe la longueur du message, 0, on vérifie tout ça, mais cette fois-ci, échec envoi du message au serveur. Et enfin, c'est la fin, dernière étape à faire, la réception de la réponse du serveur. Notre tampon, ça ne change pas non plus. Ensuite, on reçoit les données, mais toujours pareil, depuis ce socket-là, buffer size, je vérifie que je ne l'ai pas oublié, il est bien là. 0, ça ne change pas. Échec de réception du message du serveur. Et ensuite, on indique ce que le serveur a pu dire, qui a été donc mis dans tout simplement le tampon. La libération, on a bien socket, on a bien ça, on a bien ici libéré pour l'initialisation de WinSock. Et normalement, le client, ça devrait être OK si j'ai pas fait de bêtises. Ça devrait être tout bon. On va tout recompiler. Serveur. Voilà. On le lance. On va tester le client, parce que c'est maintenant qu'on va voir si tout ça marche. Et après, ça, on pourra effectivement vérifier la connexion
n'importe quoi. J'ai vraiment noté inetpton au lieu de nom de ma variable, bien sûr. Bien évidemment, ça doit être ça. Ok, ça compile. Donc là, on va pouvoir tester. Vous allez voir ce qui va se passer, parce qu'évidemment, il n'y a pas de temps d'attente. Donc normalement, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des deux terminaux, si bien sûr il n'y a pas eu d'erreur de fait. On va démarrer le client. Donc le serveur est lancé, il est en attente de nouvelles connexions, et on exécute le client qu'on a ici. Donc voilà. Donc le serveur affiche bien client bonjour serveur, je suis le client, donc après c'est bien lui, et le client affiche bien un message du serveur qui dit bonjour client, je suis le serveur. Donc c'est tout bon. Et voilà, on a nos deux programmes qui sont fonctionnels. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, on pourrait largement améliorer ça pour pouvoir gérer plusieurs messages, ne pas forcément couper tout de suite le programme, de faire un menu ou n'importe quoi, où vous pouvez comme ça avoir une boucle infinie qui permet d'envoyer, de recevoir des messages jusqu'à ce que un des deux, par exemple, interrompe la communication avec une simple commande, genre le caractère Q, par exemple, pour quitter, ou n'importe quoi d'autre, ou des commandes avec des slash, enfin bref, comme on peut retrouver dans des chats de discussion, ça se fait bien, avec des commandes de bot. Donc on peut tout à fait paramétrer tout ça pour voir un peu comment cela fonctionne. Je rappelle à nouveau, même si je l'avais déjà dit au début, que à partir du moment où ça fonctionne ici en local, d'accord, ça fonctionnera à distance pour, dans la mesure où vous avez indiqué l'adresse du serveur distant, donc la machine distante, et que ce dernier, bien sûr, accepte votre connexion. Donc le pare-feu est configuré de sorte d'autoriser les connexions entrantes. Pour voir un petit peu tout ça. Si ce n'était pas le cas, il faudra que vous regardiez un petit peu au niveau du routeur pour configurer un peu tout ça. En tout cas, vous avez ici un exemple, donc je pense suffisamment développé, de client-serveur en langage C qui fonctionnera, parce que là le code a été fait avec plein de macros conditionnels, aussi bien sur Windows, sur Linux. Et comme je ne vais pas vous laisser non plus tel quel pour terminer cette vidéo, parce qu'on n'est plus à 10 minutes près, eh bien on va tester ce code tout de suite sur Linux. Comme ça au moins vous verrez un peu que sans faire aucune modification du code, il est censé marcher tel quel. On va aller sur serveur, alors je vais démarrer ça, parce que bien sûr j'avais démarré la machine avant, hein, pas prendre 15 plombes. Voilà, on va juste aller dans serveur, copier, ici, coller. On va faire pareil pour le client, sélectionner tout, coller, et je pense que c'est bon. Ça je l'enlève, on a les deux qui sont lancés ici. Donc là, serveur, il me l'a trouvé, oui. Voilà, donc là je fais pas la liaison parce qu'il n'y a forcément pas les fonctionnalités Windows, on est sur Linux, donc pas besoin de lier quoi que ce soit. Close, comment ça, p-close? Ah, on verra alors pourquoi il y a cette erreur là. Des fois pareil, il peut y avoir des erreurs d'un compilateur à l'autre, qui sont évidemment pas forcément configurés pareil, qui peut détecter d'autres choses. Parce que là en tout cas on voit bien que c'est le code Linux qui est exécuté. Alors certains, ça d'ailleurs je peux faire un petit rappel quand même, je vais en parler de ça. Donc je vais déjà lancer ça, voilà. Alors pourquoi j'ai cette erreur et pourquoi je l'ai pas de l'autre côté? Parce que c'est vrai que normalement vous êtes censé comprendre pourquoi, puisque dans le cours j'ai fait une vidéo sur les directives de préprocesseur, mais pour ceux qui auraient éventuellement oublié, pourquoi là quand j'ai compilé sur Windows je n'ai pas d'erreur alors que j'en ai sur Linux? Eh bien par rapport aux macros ici, aux directives. C'est-à-dire que ça, je vous l'ai indiqué, ça se passe avant la compilation. D'accord? Au moment où la compilation se fait, il n'y a plus ces lignes-là en fait dans le code. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin par exemple de lier quoi que ce soit pour GNU Linux, ou inversement, ce que tout fonctionnera pareil. C'est-à-dire que là, au moment où je compile pour Windows, eh bien, toutes ces lignes-là, elles ont disparu, il ne reste plus que ça. Voilà, et on se retrouve avec ça, avec plein d'autres choses bien sûr qui ont changé, mais on n'a que le nécessaire qui est fait. Et si vous voulez plus de détails sur en tout cas ces fonctionnalités, vous avez une vidéo donc dans la playlist Aide qui vous fait en fait, vous apporte pas mal de détails sur la compilation, que ce soit du C ou du C++, que vous compreniez un petit peu les différentes étapes, compilation, ce qu'on appelle le pre-processing, donc la partie préprocesseur, l'édition lien, tout ça. Parce qu'on dit compilation, mais c'est en fait un mot qui décrit plusieurs étapes. Donc vous pourrez vous renseigner plus davantage sur cette vidéo si vous voulez. Donc là, on a une erreur pour Linux, que visiblement j'ai fait une bêtise, mais ça me semble bizarre. Ou alors j'ai vraiment une en tête peut-être que j'ai oublié. Mais ce serait curieux quand même. J'ai pas fait une faute, ça, netinet. Parce que des fois comme ça... Non. Donc ça m'a l'air ok. Parce que j'ai noté close. Je vais revenir sur Linux.
pas pourquoi il me le prend pas close, alors que c'est évidemment ça, hein, j'en suis sûr et certain. Après, c'est un avertissement, hein, c'est pas une erreur de compilation. Mais je suis quand même surpris qu'ils me mettent un avertissement. Comme si j'avais pas mis le bon nom de fonction. Bref, bon, on va exécuter de toute façon. Normalement, ça n'a pas empêché de compiler. On va lancer le serveur. Voilà, il est en attente de connexion. On va lancer le client. Et j'ai noté n'importe quoi. Voilà, et on voit que ça a bien communiqué. Les deux programmes se sont coupés, il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est tout bon. Donc vous voyez, je vous avais dit, on n'a pas eu besoin de modifier le code, puisque toutes les directives de préprocesseur qu'on a pu mettre partout, ici, toutes les vérifications, on fait en sorte de rendre en tout cas ça le plus portable possible pour ces deux systèmes, encore une fois, et un peu de macOS, puisque macOS a une base, un BSD qui dérive d'Unix, etc. Donc on retrouve un peu les mêmes outils, sauf si vous voulez faire un code beaucoup plus spécifique, avec peut-être certaines exceptions qui feront que eh bien là, certaines choses propres à macOS ne marcheront pas si vous avez un code à la base écrit pour GNU Linux. Donc il faudra adapter un peu en conséquence. En tout cas, vous avez ici un tuto, je pense, suffisamment complet qui a permis de faire un petit peu le tour de tout. On aura vu aussi bien l'exécution sur Windows que sur GNU Linux. Donc on aura fait un peu le tour de tout ça. J'espère que c'était suffisamment clair, sachant que, bon, que ça a pris beaucoup de temps, parce que je voulais pas, comme vous savez, faire 4, 5, 75 parties pour ça. Voilà, c'est un tuto sur les sockets en langage C. Bah, vous avez une vidéo, peu importe le temps qu'elle prend, et de toute façon c'est une vidéo, donc vous avez tout le temps de la regarder à votre rythme. Vous n'êtes pas, ne vous est pas imposé et vous n'êtes pas obligé de la regarder en une fois. Donc c'est vous qui gérez votre temps de votre côté. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, et vraiment si vous avez des questions, parce que on a quand même abordé plein de codes, même si j'ai pris le soin de vous montrer ça dans la documentation, pour montrer qu'il n'y a rien de magique et que je sors pas ça de mon chapeau. Si vraiment il y a des passages que vous n'avez pas bien compris, même si je suis pas allé dans le détail absolument dans tout, parce que sinon on serait revenu à parler de réseau et d'architecture, hein, des réseaux, donc c'est pas forcément le thème de la vidéo. N'hésitez pas en commentaire, hein, si vous voulez d'autres éclaircissements. C'est un petit peu le but, et je suis de toute façon toujours dans les commentaires pour répondre à vos éventuelles questions. Ciao tout le monde.